les Américains essaient de trouver des prétextes pour s'attaquer au Venezuela. Et ça n'est peut-être pas totalement pour rien que Mme Machado, qui a été consacrée prix Nobel de la paix, est une opposante à Maduro. Elle a déjà dit sur les réseaux sociaux que son but, c'était d'ouvrir son pays aux industries américaines, donc de vendre le pétrole aux Américains. Jacques Beau, bonjour. Vous êtes Bonjour. ancien membre du renseignement stratégique suisse. Vous êtes un ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. En 2020, vous avez écrit Gouverné par les fake news. Dans ce livre, vous traquez les fausses vérités occidentales depuis 35 ans. Vous dites que ces fake news a façonné la politique étrangère occidentale, notre manière de faire la guerre en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Iran, au Soudan, en Ukraine, en Palestine et bien d'autres conflits comme le Venezuela, dont vous consacrez d'ailleurs un chapitre dans ce livre. Depuis quelques jours, le président Donald Trump a intensifié la pression sur le Venezuela du président Nicolas Maduro avec un déploiement militaire majeur, notamment avec le plus grand porte-avions du monde. Trump évoque la possibilité de réaliser des frappes aériennes sur le sol vénézuélien. Qu'en pensez-vous? Effectivement, je m'étais déjà penché sur la question du Venezuela dans cet ouvrage gouverné par les fake news parce que on avait manifestement une manipulation par l'administration, la première administration Trump, sur tout autour de la question du Venezuela, où on a cherché par tous les moyens à avoir des prétextes pour le renverser. Puisque en février 2018, il y avait déjà eu un plan qui avait été fait par le Southern Command. Southern Command, c'est le commandement militaire qui concerne toute l'Amérique latine. D'ailleurs, je souligne en passant que les forces armées américaines sont la seule armée du monde qui sont organisées en fonction d'un déploiement global. C'est-à-dire, vous avez le Central Command qui s'occupe, par exemple, des affaires du Moyen-Orient. Vous avez le Southern Command qui s'occupe de l'Amérique latine. Vous avez le Europe Command qui s'occupe du commandement des affaires en Europe. Le l'African Command, donc c'est pour les affaires en Afrique, etc. Donc, c'est la seule armée qui est organisée autour d'une structure globale. Mais bref, donc, le Silent Command avait déjà fait un plan en février 2018 pour renverser Maduro. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui est totalement nouveau en réalité. On avait eu en mars 2019, déjà, alors comme Marco Rubio, mais qui à l'époque était sénateur, et qui avait évoqué le 7 mars 2019 lors d'une audition du Sénat, il avait évoqué un plan en 3 points pour renverser le gouvernement Maduro. Donc, on voit une certaine constance dans la politique américaine. Et puis, on a eu en 2020, il y avait eu la, une tentative de coup d'État qui avait été fait avec des mercenaires, d'anciens membres des forces spéciales américaines et des mercenaires recrutés par le département d'État et pour renverser le gouvernement. Alors évidemment, ça avait tourné en eau de boudin et les mercenaires avaient été arrêtés, les anciens des forces spéciales aussi. Ça avait été une sorte de pantalonnade quand même pour les Américains à ce moment-là, mais ça montre qu'effectivement, les Américains avaient déjà dans l'idée de renverser le gouvernement Maduro et avaient déjà entrepris des mesures très concrètes pour le faire. Et puis, alors, on est dans la nouvelle administration américaine. Déjà le 15 mars, c'est-à-dire près de 2 mois après avoir être entré en fonction, le gouvernement américain a défini le Venezuela comme un ennemi national américain et accessoirement avait accusé le chef du gouvernement vénézuélien de diriger
comment dire, une organisation criminelle, d'organisation criminalisée, de criminalité organisée, pardon. Et donc, on est dans un modèle où on essaye clairement de renverser le gouvernement vénézuélien. Alors, ce qui est intéressant ici, et c'est peut-être quelque chose qui a un peu échappé à nos médias en Europe, mais ce qui est intéressant, c'est que les services de renseignement américains, alors évidemment, on est dans une constellation un peu particulière aux États-Unis, puisque Donald Trump, bon, il a été élu bien sûr, mais il y a quand même énormément d'opposition à Donald Trump, particulièrement dans les services de renseignement, qui ont une attraction probablement un peu plus grande pour les démocrates, disons ça comme ça. Alors, ce n'est pas très surprenant tout d'un coup de voir qu'on a un document du renseignement américain qui dément les accusations de Donald Trump quant à la participation du gouvernement vénézuélien à une entreprise de criminels organisés. Et puis, d'ailleurs, ça a été répertorié, on le voit dans les documents des Nations Unies, puisque l'idée de Donald Trump, c'est que le Venezuela serait à la tête d'une entreprise de production de drogue. Et cette drogue viendrait naturellement aux États-Unis. Or, quand on voit les documents de l'UNODC, c'est-à-dire c'est l'organisation, la structure des Nations Unies qui s'occupe de la question de la criminalité organisée et du trafic de drogue, on s'aperçoit que les pays qui sont impliqués dans la production de drogue, eh bien, c'est des pays comme la Colombie, le Pérou, la Bolivie, mais on a le Venezuela n'est mentionné que comme pays de transit, exactement comme les États-Unis d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Par conséquent, et ça c'était là, avant, j'avais mis, là, c'est les images donc entre 2015-2019, et quand on prend des documents plus récents, 2019-2022, on s'aperçoit que la configuration est restée la même. On a de nouveau ici en vert les pays qui sont producteurs de drogue. On voit bien que le Venezuela n'y est pas, et que le Venezuela est probablement un pays de transit, mais qui est au même titre d'ailleurs que la France ou la Belgique. Bah, tout simplement parce que le Venezuela, c'est un pays qui est avec une grande partie de jungle, qui est très difficilement contrôlable, une frontière qui est extrêmement perméable parce qu'elle se trouve dans des zones très difficiles d'accès. Et donc, les trafiquants de drogue ont là, tout le long de la frontière, particulièrement au sud du pays, ont la possibilité de pénétrer le Venezuela. Et pas très surprenant que le Venezuela puisse être un pays de transit. Mais ça n'est pas un pays de production de drogue comme le prétendent les États-Unis. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'ont dit les médias, et le New York Times s'est fait l'écho des services de renseignement américains qui disent qu'il est totalement faux de prétendre que Maduro soit impliqué dans le trafic de drogue. Donc on est dans une situation qui finalement, on a déjà vu que les Américains essaient de trouver des prétextes pour s'attaquer au Venezuela. Et ça n'est peut-être pas totalement pour rien que Mme Machado, qui a été consacrée prix Nobel de la paix, est une opposante à Maduro. Et ça montre d'ailleurs, s'il le fallait encore, que l'attribution du prix Nobel de la paix est en réalité une affaire qui se fait en fonction de critères géopolitiques et non pas en fonction de critères humanistes, et qui montre d'ailleurs un peu le déclin, pourrait-on dire, de l'institution du prix Nobel de la paix. Cette prix Nobel de la paix, qui est une des figures de l'opposition vénézuélienne, qui vit d'ailleurs au Venezuela, hein, qui n'est pas en prison, etc., eh bien, elle a déjà dit sur les réseaux sociaux que son but, c'était d'ouvrir son pays aux industries américaines, donc de vendre le pétrole aux Américains. Donc, on voit bien que l'intérêt là des Américains,
au-delà de renverser un régime, parce qu'il y a certainement un petit fond d'anticommunisme et d'anti-gauchisme qui se trouve là-dedans. Rubio, d'ailleurs, n'est pas totalement à l'écart dans cette affaire, puisque Rubio est d'origine cubaine. Sa famille a émigré aux États-Unis, d'ailleurs avant l'arrivée de Fidel Castro, mais Rubio est resté un fervent partisan du régime Batista qui se trouvait avant à Cuba, et qui était un régime plutôt de droite. Et il y a dans ce milieu d'émigrés cubains, il y a, dans lequel a grandi Rubio, eh bien, il y a une très forte animosité contre tous les mouvements qui seraient pilotés ou emprunts de la gauche socialiste en Amérique latine. Et il est vrai aussi que, d'ailleurs, on avait eu la même situation lors du premier mandat de Donald Trump. Il avait repris la présidence après plusieurs années où les présidents américains précédents s'étaient concentrés sur le Moyen-Orient. Et là, Donald Trump a repris la présidence après la présidence Biden ou l'administration Biden qui s'était concentrée sur l'Ukraine. Donc, si vous voulez, on a depuis plusieurs décennies, le continent sud-américain était un peu délaissé des administrations américaines, ce qui fait que ils n'ont pas pu piloter la politique intérieure de tous les pays comme ils le faisaient avant dans les années 60, hein. Les années 60, 70, même 80, les Américains étaient aux commandes de tous ces pays, et dès qu'il y avait un mouvement qui était un peu de gauche qui se pointait, eh bien, on intervenait, on envoyait des forces spéciales, de la CIA, etc. Et et on essayait de garder la main. D'ailleurs, quand on a parlé du trafic de drogue, le trafic de drogue, notamment au Pérou, en réalité, c'est une des conséquences de la politique américaine dans les années 60 en Amérique latine, puisque comme il l'avait fait d'ailleurs en Birmanie et dans le sud-est asiatique, au Vietnam et au Laos, les Américains ont vu que leurs principaux alliés pour combattre le communisme, c'était les producteurs de drogue, en réalité. Parce que eux, évidemment, c'est des gens qui sont pour un commerce plutôt capitaliste, si on peut me passer l'expression. Et par conséquent, l'idée des Américains, d'ailleurs qu'ils ont repris des Français, que ce sont les Français qui ont lancé l'idée en Indochine de s'appuyer sur les producteurs de drogue pour lutter contre le Viet Minh à l'époque en Indochine. Les Américains ont repris le même modèle en soutenant financièrement, militairement, ce qu'on appelait le triangle d'or en Birmanie, enfin qui était entre la Birmanie, le Laos et la Thaïlande, qui était un des endroits où on produisait de la drogue. Et c'est les seigneurs de la guerre, comme on les appelait dans cette région-là, ces seigneurs de la guerre étaient en fait devenus des alliés des Américains. Les Américains protégeaient leur business et eux luttaient contre les milices communistes qui voulaient détruire la production de drogue, parce que dans l'idéologie marxiste, c'était une perversion qu'il fallait éliminer. Eh bien, on a eu le même phénomène en Amérique latine dans les années 70 et 80, où ou plutôt depuis les années 60 à vrai dire, puisque dans l'application de la doctrine de Che Guevara du FOCO, où on crée des foyers de résistance un peu partout dans les campagnes, de façon à atteindre une masse critique qui permette une révolution euh, populaire dans tout le pays, eh bien, dans les campagnes, l'armée n'était pas très présente, mais il y avait les producteurs de drogue, ces seigneurs de la guerre, qui pouvaient assurer comme ça une sorte de défense territoriale euh, en échange de la liberté de faire leur production, si vous voulez. Et on a dans les années 60, puis dans les années 70, eh bien, on a ces producteurs, tous ces cartels qui se sont développés
avec ce contrat tacite, ou probablement explicite dans certains cas, où la CIA les laissait faire leur boulot en échange de lutter contre les guérillas marxistes qui s'y trouvaient. Voilà. Et donc, on a ce phénomène qui s'est développé et qui est devenu finalement totalement incontrôlable. Et surtout, il a fallu, c'est pas tout de produire de la drogue, mais il fallait trouver des débouchés. Et alors, ces débouchés, c'est là où la chose devient très perverse, parce qu'il y a eu, d'ailleurs, c'était dans les années 80-90, il y a eu toute une série de scandales qui ont éclaté aux États-Unis, parce qu'on s'est aperçu que, eh bien, on permettait aux producteurs de drogue de produire leur drogue pour lutter contre les guérillas marxistes, mais pour trouver les débouchés, eh bien, c'était la CIA qui les coulait aux États-Unis, ou qui la faisait écouler par les États-Unis. Donc, les Américains sont en réalité dans leur aveuglement par rapport à la lutte contre le marxisme, eh bien, sont devenus les... Ils ont créé leurs propres problèmes, si vous voulez, et c'est eux qui ont développé ou créé ce marché de la drogue. Enfin, ils ne l'ont pas totalement créé parce qu'il existait sans doute, mais disons qu'ils l'ont stimulé. Et en tout cas, il y avait un conflit d'intérêts dans la lutte contre la drogue, si vous voulez, entre les années 60 et les années 80. Et donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation où la drogue est devenue vraiment un fléau national aux États-Unis. Les États-Unis ont totalement perdu comment dire, leur capacité de maîtriser ce qui se passe en Amérique latine parce que ils se sont, durant près de maintenant plus d'un quart de siècle, ils se sont concentrés sur le Moyen-Orient et sur l'Ukraine. Résultat des courses, ils n'ont pas pu déployer tous les moyens qu'ils avaient et ils ont perdu totalement le contrôle de ce qui se passait. Alors on le voit, les pays qui en souffrent, c'est évidemment le Mexique, c'est évidemment des pays comme le Brésil, comme d'autres pays qui sont des pays de transit et qui ont des mafias et qui vivent du trafic de drogue et que les pays nationaux sont incapables de résoudre, que les Américains sont incapables d'aider à résoudre parce qu'ils n'ont plus les capacités de le faire. Et puis, surtout, le problème fondamental de toute cette affaire, c'est que les Américains n'ont jamais eu comment dire, n'ont jamais eu une stratégie qui luttait contre la demande. Et c'est ça qui est je pense, le point faible d'ailleurs dans tous les pays, pas seulement les États-Unis. C'est-à-dire qu'on essaye toujours de s'attaquer à l'offre, et c'est une bonne chose que de s'attaquer à l'offre de drogue, c'est-à-dire de s'attaquer à la production de drogue, s'attaquer à la production et tout ce qui amène la drogue dans nos pays. Alors tout ça, c'est une bonne chose. Mais le problème fondamental, c'est qu'il demeure toujours une demande et que cette demande, en réalité, on ne fait rien vraiment pour l'infléchir. Et c'est valable pour nos pays, d'ailleurs tout aussi bien que pour les États-Unis. Évidemment, c'est plus fort pour les États-Unis. Il y a beaucoup de zones de non-droit aux États-Unis, etc. Donc on a une forme de radicalisation qui se met en place, qui s'ajoute à d'autres phénomènes sociaux comme la pauvreté, la misère, on pourrait même dire, pas seulement la pauvreté, mais carrément la misère dans certaines régions, qui a évidemment contribué au développement de ces marchés parallèles de la drogue qui deviennent finalement aussi une sorte de manière de survie pour un certain nombre de personnes qui vivent aux États-Unis même du trafic de drogue. Donc on a les États-Unis en luttant contre les guérillas marxistes d'Amérique latine ont finalement créé un écosystème qui touche maintenant leur pays. Et c'est pas nouveau, hein. Il y a, en Afghanistan aussi, l'OTAN, on avait j'avais montré dans des conférences que j'avais faites, des champs de pavots qui étaient gardés par des militaires de l'OTAN en Afghanistan, parce que ça a été la même chose. Il a fallu pour créer des contre-feux aux groupes qu'on combattait, eh bien, on a dû autoriser la culture de pavots et d'opium
tout simplement parce que, comme ça, on s'attirait les bonnes grâces de ces milices qui étaient favorables aux Américains. Voilà. Donc, on est dans quelque chose qui est devenu extrêmement complexe, tout ça parce que les Américains ont toujours cette vision blanc-noir de la société. En plus, ils veulent toujours, enfin, nous leur avons emboîté le pas très significativement dans cette idée de vouloir imposer des systèmes, des régimes et des choses comme ça. Alors, euh, que les Colombiens se défendent contre le marxisme, c'est une bonne chose, sans doute. Le problème, c'est que quand nous, on vient avec nos moyens, sans comprendre la culture, sans comprendre la manière dont sont fait la guerre, sans comprendre les réalités sociétales, sociales, sociologiques du pays, eh bien, on crée des désastres. Et c'est effectivement ce qu'on a fait. Les Américains récoltent en fait le désastre qu'ils ont créé depuis plus de 50 ans maintenant dans cette région. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en plus du désastre qu'ils ont, ils voient le Venezuela, qui est un pays qui regorge de ressources pétrolières en particulier, mais pas seulement. Et les Américains ont, par rapport à la Chine, un inconvénient majeur, c'est que leurs lignes logistiques, si vous voulez, sont incomplètes. Ils dépendent encore très largement de l'extérieur pour un certain nombre de choses, l'énergie en est un. Et par conséquent, pour eux, s'approprier le Venezuela, et certains, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, certains députés ou sénateurs américains avaient proposé, je crois que c'est Lindsey Graham qui avait parlé de ça, qui avait dit qu'éventuellement on pourrait annexer le Venezuela et en faire le 51e État des États-Unis. Donc on voit qu'on est dans une dynamique qui est extrêmement malsaine, qui est en réalité pas une surprise parce qu'on a déjà vu ça dans la première version de la présidence américaine dans son premier mandat, qui a d'ailleurs lamentablement échoué. Et aujourd'hui, on remet le couvert et c'est un peu surprenant d'ailleurs de voir qu'aucun pays européen ne réagit à ça. D'ailleurs, c'est assez amusant. On parle de grandes valeurs. Alors, on défend, on est prêt à sacrifier l'Ukraine sur l'autel des valeurs, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment lesquelles qu'on veut défendre. Mais alors, quand il s'agit de la question du Venezuela, là, tout le monde reste absolument silencieux. Alors, la question de savoir si Maduro est marxiste, pas marxiste, à vrai dire, c'est une question qui, enfin, personnellement, à titre personnel, mais totalement égale. Ça m'est complètement égal de savoir si ce gouvernement est comme ci ou fonctionne comme ça. Si je commençais à vouloir changer les gouvernements uniquement d'après la perception que j'en ai, il y a déjà longtemps qu'on aurait fait des coups d'État en France, en Allemagne et ailleurs. Vous comprenez? Donc, on voit bien que on ne peut pas simplement décider de changer des gouvernements depuis l'extérieur simplement parce qu'ils ne nous plaisent pas. Donc, il faut une fois que les Occidentaux reviennent à une rationalité un peu plus grande, qui se préoccupent de leurs problèmes plutôt que des autres, parce qu'en s'occupant des autres, non seulement ils délaissent leurs problèmes intérieurs, mais ils créent de nouveaux problèmes. Et typiquement, c'est exactement ce qu'on a vu avec le trafic de drogue, mais je pourrais parler du terrorisme qui a été le terrorisme islamiste qui a frappé la France en 2015, 2016, etc. C'est un terrorisme qui a été créé entièrement par François Hollande et son gouvernement. Il n'en avait peut-être pas, probablement pas conscience, ça je veux bien que on ait su parfaitement à ce moment-là que les interventions qu'il faisait en Syrie et en Irak pouvaient déclencher des phénomènes terroristes. Donc il l'a fait en connaissance de cause. Et ça, c'est documenté d'ailleurs dans mon livre sur la lutte contre le terrorisme djihadiste. Et je m'étonne d'ailleurs que personne en France n'ait pensé mettre devant un tribunal. Alors c'est très bien qu'on ait mis dans un tribunal des gens comme Sarkozy euh, pour les détournements qu'il a faits ou les abus, etc. Je n'interviens pas sur ces choses-là, mais je suis très surpris que par ailleurs, on n'ait rien fait contre François Hollande, qui a été finalement l'architecte, volontaire ou pas, ça c'est un jugement qui doit le dire, je pense personnellement volontaire, des attentats terroristes qui ont touché la France. Pas volontaire dans le sens où je ne pense pas qu'il voulait
qu'il y ait eu des victimes en France. Je ne pense pas que c'était dans l'intention du président. En revanche, je pense qu'il est intervenu dans ces pays sachant qu'il y avait un risque de terrorisme et qu'il a délibérément accepté le risque que la France soit frappée par le terrorisme. Dans ce sens-là, je ne pense pas que le président Hollande ait souhaité qu'il y ait des victimes françaises du terrorisme. Mais on est dans ces cas de figure. Ces interventions à l'étranger, non seulement comment dire, elles se font littéralement hors sol, c'est-à-dire sans qu'on en comprenne les tenants et les aboutissants. Ça, c'est le premier problème. Mais en plus de ça, on crée de nouveaux problèmes. En plus, ce qui se passe dans le contexte actuel, on l'a vu dans le cadre du conflit en Ukraine et du conflit en Palestine, c'est que à force de vouloir dicter aux autres comment ils doivent faire, eh bien, on creuse le fossé entre eux et nous, et on n'est plus audible du tout. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec la France dans les régions du Sahel, où la France s'est fait éjecter, pour employer un terme poli, éjecter du Mali, du Burkina Faso, du Niger, parce que tout simplement, il y a un moment où ces pays voient qu'ils n'ont plus affaire à un partenaire européen, mais à quelqu'un qui essaye simplement de les mettre sous leurs bottes. Donc ça, ils n'en veulent pas, et par conséquent, ils nous éjectent. Et l'absence de dialogue qu'il y a eu est la principale cause de cette éjection. Donc, on prend le problème par le mauvais bout. On a créé les problèmes. D'ailleurs, quand vous allez, moi je suis allé plusieurs fois au Mali, pour reprendre cet exemple, les Maliens pensent que les malheurs qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont depuis 2012, c'est cette menace sur leur territoire avec l'arrivée des djihadistes, etc., qui sont d'ailleurs bien souvent plus des questions tribales que vraiment politiques, même si les deux s'entremêlent de manière assez étroite. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les Maliens considèrent que la déstabilisation de la Libye par la France est la cause de tout ce chavirement régional qui en a été la conséquence. Et de nouveau, on est dans des interventions dont on mesure absolument pas les conséquences, où on n'a pas d'objectif clair, on ne sait pas ce qu'on fait en réalité, on a un regard tactique sur des choses qui ont un impact stratégique et régionale, on n'y comprend rien du tout. Et les gens qui ont renversé Kadhafi sont en fait des crétins qui n'avaient strictement rien compris aux équilibres qui se passaient. Alors je ne sais pas si le gouvernement Kadhafi était bon ou pas, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il tenait en équilibre toute une région et que l'intervention qu'on a faite a créé davantage de problèmes, parce que ça n'a pas résolu les problèmes en Libye, et ça a créé davantage de problèmes dans les pays voisins. Donc, on n'a absolument rien résolu du tout. On a au contraire augmenté le nombre de problèmes et on les a complexifiés davantage. On s'est davantage coupé de cette partie du monde et aujourd'hui, on a perdu toute crédibilité. Donc, aujourd'hui, les Français pleurent parce qu'ils ont perdu l'Afrique, mais ils en sont les principaux responsables. Les Américains pleurent parce qu'ils perdent l'Amérique latine, ils en sont les principaux responsables. Ils ont des problèmes intérieurs, l'un et l'autre, d'ailleurs, pour ne prendre que ceux-ci, mais on pourrait parler de la Suède, on pourrait parler de la Grande-Bretagne. Tous ces pays ont exactement les mêmes problèmes. Ils se sont mêlés d'affaires qui ne les regardaient pas et ça s'est revenu en boomerang dans des situations qu'aujourd'hui ils ne parviennent plus à maîtriser. Donc on a affaire à des gens qui sont très peu éclairés, on a affaire à des services de renseignement qui eux-mêmes n'ont pas compris ce qui se passait et qui eux-mêmes n'ont manifestement aucun poids dans les mécanismes de décision. C'est-à-dire qu'on a des mécanismes de décision qui sont toujours, et on le voit très nettement avec l'Ukraine, qui sont parfaitement irrationnels et qui conduisent à plus de problèmes qu'à de solutions. Donc il y a vraiment des problèmes systémiques dans nos pays qui devraient nous faire réfléchir, mais qui apparemment ne font pas vraiment réfléchir nos concitoyens. C'est dommage. Est-ce que vous pensez, avec les effets d'annonce de Donald Trump, avec le Black Ops, que la situation au Venezuela peut empirer?
On a actuellement autour du Venezuela un dispositif naval extrêmement important. Il y a des forces qui ont été déployées. Donald Trump lui-même a dit qu'il pensait faire une intervention terrestre au Venezuela. Il y a apparemment déjà des sortes de dépôts qui ont été faits sur les frontières, le long de la frontière du Venezuela, pour des opérations militaires, probablement des forces spéciales, des choses comme ça. On a parlé de frappes aériennes. Beaucoup de choses ont été dites. Je ne sais pas si ça va se faire. Le problème est le suivant. On voit que Donald Trump, malgré tout, hésite beaucoup. Et ça fait longtemps qu'il parle de ça, puisque je vous rappelle qu'au mois d'avril, il avait défini le Venezuela comme une menace pour la sécurité nationale américaine. Mais il n'a encore rien fait, à vrai dire. Et je pense que Donald Trump est un peu en porte-à-faux avec son électorat, si on peut dire ça comme ça. Donald Trump a été élu avec le mandat qu'il fallait se retirer de toutes ces guerres et en fait concentrer ses efforts sur la reconstruction des États-Unis plutôt que d'essayer de renforcer son hégémonie dans le monde, qui avait été finalement la politique des démocrates jusqu'à maintenant. Et on l'a très bien vu d'ailleurs à propos du conflit en Ukraine et du conflit avec l'Iran. Les tentatives ou les balbutiements américains concernant ces conflits ont eu un écho assez défavorable aux États-Unis. Les gens s'attendent à ce que les États-Unis se retirent de ces conflits. Ils pensent que c'est des conflits, faut que les gens les résolvent eux-mêmes. C'est d'ailleurs un peu ce qui domine le discours sur l'Ukraine. La question, c'est pas que les États-Unis veulent se désintéresser de l'Ukraine, mais c'est que finalement, ils disent, c'est un peu l'idée du MAGA, hein, Make America Great Again, c'est l'idée que finalement l'Ukraine, c'est un problème européen, c'est aux Européens en majorité de le résoudre, et ça n'est pas aux Américains de résoudre un problème américain, et que les Américains peuvent venir subsidiairement s'y ajouter, mais ça doit être un problème qui est pris en main par les Européens. Alors pour l'instant, les Européens, ils font rien, ils parlent beaucoup et demandent aux Américains de faire. Alors, on a un peu un cas assez semblable du côté vénézuélien, si vous voulez, c'est-à-dire que l'électorat de Trump dit il ne faut pas y aller, une guerre dont on ne connaît pas l'issue. Les premières tentatives de renverser Maduro avaient échoué. Il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat, de renversement, etc. Donc, je pense que Trump est pris un peu en porte-à-faux entre les néoconservateurs, des gens comme Marco Rubio, qui sont très anti-marxistes et très favorables à un renversement de pouvoir pour avoir que des gouvernements finalement pro-américains en Amérique latine, et d'autre part, l'électorat populaire qui, lui, dit à Donald Trump, plutôt que vous occuper du Venezuela, occupez-vous de nous. Voilà. Donc, on est un petit peu dans ce dilemme-là, et je ne sais pas dans quelle direction ça va pencher. Je pense que les hésitations de Donald Trump tendent à indiquer qu'il accorde beaucoup de crédit à ce que pense son électorat, d'autant plus qu'on s'achemine vers une élection des midterms, etc. Donc, il y a un moment, s'engager dans un nouveau conflit à l'issue incertaine n'est probablement pas la meilleure chose à faire. Donc, je ne sais pas quelle va être la décision finale et qui, dans le rapport de force entre néoconservateurs ou va-t-en-guerre, va gagner contre ceux qui seraient plutôt pour disons, une accalmie des relations entre les États-Unis et ses voisins. Je ne sais pas qui va gagner, mais j'ai tendance à dire que Donald Trump pencherait un petit peu du côté de ceux qui cherchent à l'accalmie, de façon à pouvoir se consacrer sur son projet central qui est de faire l'Amérique, de recréer le tissu américain, industriel américain. Je vous rappelle que les différentes mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant, alors la lutte commerciale ou la guerre commerciale, même avec la Chine, n'apportent jusqu'à présent pas de solution. La politique de ces droits de douane pour essayer de fermer la porte aux produits étrangers pour favoriser la production nationale n'apporte pas ses fruits non plus.
elle a comme effet d'augmenter les prix et puis comment dire, d'augmenter le prix des produits non finis qui sont importés par les États-Unis. Les États-Unis importent beaucoup de produits intermédiaires. Pensez par exemple aux semi-conducteurs ou des choses comme ça, qui sont des produits intermédiaires. On ne vend pas des semi-conducteurs, on vend des téléphones portables ou des ordinateurs. Par conséquent, on importe des semi-conducteurs chinois qui sont hyper taxés, donc qui élèvent le coût de production de la production américaine de manière significative. Par ailleurs, au lieu de faire produire des choses en Chine avec une main-d'œuvre bon marché, eh bien, on essaye de la faire produire aux États-Unis avec une main-d'œuvre qui est beaucoup plus chère. Par conséquent, le consommateur ne s'y retrouve pas vraiment. Et là, donc cette politique américaine, jusqu'à maintenant, cette politique de Trump plus exactement, n'est pas n'a pas des résultats encore très positifs. Et je pense que Trump serait bien inspiré, en tout cas, de concentrer ses efforts sur son objectif principal, qui est de recréer ce tissu industriel, de recréer une base manufacturière aux États-Unis et d'abandonner ou de s'écarter, en tout cas, d'une économie qui est financiarisée à l'extrême de façon à redonner de l'importance à ce qu'on appelle l'économie réelle, si vous voulez. Et pour ça, ça veut dire des investissements dans les infrastructures, des investissements dans la production d'énergie, etc., etc. Et tout ça, en fait, parle en défaveur de faire des nouvelles guerres qui sont extrêmement coûteuses, qui sont incertaines quant à leurs résultats et qui finalement pourraient conduire à plus de problèmes pour les États-Unis que de solutions. Or, aujourd'hui, on avait compris que Trump voulait plutôt apporter des solutions à son pays que de créer des problèmes additionnels. Donc, j'aurais plutôt tendance à penser, mais de nouveau, la rationalité est un mot qui est un peu oublié ces temps, mais si on avait un raisonnement ou plutôt une décision rationnelle de Trump, eh bien, je pense qu'il n'attaquerait pas le Venezuela, qu'il se concentrerait sur les États-Unis et si vraiment on poussait la rationalité jusqu'au bout, eh bien, il admettrait le Venezuela tel qu'il est, avec le gouvernement qu'il est. Les Vénézuéliens sont demandeurs pour vendre leur pétrole, donc il n'y a pas de raison d'avoir un gouvernement qui soit plus comme ci ou comme cela. Les relations commerciales entre le Venezuela et les États-Unis peuvent être établies, quel que soit le gouvernement qu'il y a. C'est d'ailleurs un peu la même situation qu'on avait en Europe avec les relations entre l'Europe et la Russie. Les Européens ne sont pas dépendants de la Russie, ils sont dépendants de l'énergie. Et c'est la même chose pour les États-Unis par rapport au Venezuela. Ils ne sont pas dépendants du Venezuela, ils sont dépendants de l'énergie. C'est donc l'énergie qui doit être leur priorité, pas le Venezuela. Et par conséquent, je pense que il est, enfin, je peux espérer que dans une lueur de réalisme, Donald Trump écarte l'idée de s'attaquer au Venezuela. Mais de nouveau, je n'ai pas de boule de cristal et peut-être que je me trompe.